Bonjour. Eh ben, c'est quand vous voulez. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Péguillon. Pour rappeler, vous êtes coordinateur national du mouvement Jeune Génération, mouvement de Monsieur Hamon. Et donc, vous venez ce soir pour, en première partie, nous présenter votre mouvement. En seconde partie, répondre aux questions des personnes qui nous écoutent. Et en troisième partie, débattre avec un membre de la carte étudiante et un militant de La République En Marche et de la France Insoumise. Donc, Monsieur Péguillon, je vous laisse vous présenter et présenter votre mouvement. Merci beaucoup. Du coup, pour me présenter déjà, moi, je suis étudiant en deuxième année de master d'histoire culturelle et sociale à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans l'université Paris-Saclay. Et, je suis aussi coordinateur national depuis 2 semaines des Jeunes Générations, donc l'organisation de jeunesse du mouvement Génération. Peut-être pour recontextualiser un peu ce qu'est Génération. Génération, c'est un mouvement fondé en 2017, tu viens de le dire, par Benoît Hamon, en posant déjà plusieurs constats. Donc, d'une part, la gauche en 2017, oui, bon, elle a perdu. En même temps, il ne pouvait pas franchement en être autrement après 5 ans de trahison des promesses de campagne de François Hollande. Faut rappeler quand même que le PS au pouvoir, ça a quand même été le CICE, l'état d'urgence permanent, le gouvernement par ordonnance, les lois El Khomri, les lois Macron, la casse du travail, la casse du code du travail, pardon, et la déchéance de nationalité. Finalement, un peu rien à voir avec mon ennemi, c'est le monde de la finance. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Et, euh, et du coup, bah, voilà. Tout ça, c'est un symbole fort, ce quinquennat, parce que la plus grande avancée de ce quinquennat, finalement, ça a été une avancée sociétale, ça a été le mariage pour tous, et c'est tout. C'est quand même dommage pour des socialistes. Donc, deuxième constat qu'à l'époque on a posé avec Benoît, c'est celui que le PS n'était plus un outil viable pour changer la vie des gens. Euh, Parce qu'après avoir trahi toutes ces promesses de campagne pendant 5 ans, le Parti socialiste a uniquement été un poids dans la campagne, avec des trahisons jour après jour pour rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron. Je pense notamment à celui de Manuel Valls le jour du plus grand meeting de la campagne. Et encore, voilà, ceux qui ne trahissaient pas ne se donnaient pas pour autant la peine de venir soutenir Benoît. Donc enfin, le troisième constat, c'est que la gauche et le socialisme s'étaient vidés de leur substance idéologique. Il restait plus rien. La défaite était totale idéologiquement dans la bataille menée depuis plusieurs décennies par la droite libérale. Et Emmanuel Macron incarnait parfaitement la déchéance finale de ceux qui, depuis 30-40 ans, s'étaient convertis au social-libéralisme. Donc voilà, la gauche devait se renouveler après ces années difficiles. Elle devait trouver les combats du XXIe siècle et les solutions qui s'y imposaient. Et donc finalement, pour relever le drapeau qui était au sol, il fallait déjà se convaincre, nous et nos camarades partout à gauche, de ces combats. Et donc ces idées nouvelles, avec des idées nouvelles et avec cette idée de construire des ponts entre nous, des ponts qui étaient assez mal en point à l'époque. Parce que définitivement, c'était désormais acté, on ne pourrait plus jamais gagner seul et s'imposer comme hégémonique partout à gauche. Et donc voilà, maintenant pour ces constats posés, je peux peut-être vous parler des grandes idées qui ont fait leur chemin depuis, qu'on a toujours porté. Donc nous, notre projet de société, il se bâtit autour de cette notion de transition, de 3 transitions en fait finalement. Donc tout d'abord la question de la transition démocratique, parce que tout changement de société ne peut pas avoir lieu dans un système aussi démocratiquement défaillant. La Cinquième République aujourd'hui, je pense c'est quelque chose qui peut faire assez large consensus. C'est qu'elle est à bout de souffle, qu'elle est sclérosée sur bien des aspects. Et il y a une forme d'injustice politique qui est assez totale, avec une représentation dans les chambres qui aujourd'hui finalement est inexistante. C'est un peu un comble pour une démocratie censée être représentative, avec 12% du corps électoral au premier tour des élections présidentielles. Emmanuel Macron s'est imposé avec une majorité écrasante quand même à l'Assemblée nationale, et a mené des réformes depuis qui sont dans l'opinion plus impopulaires les unes que les autres à chaque fois, et qui passent quand même, parce que finalement il n'y a plus de débat démocratique.
Donc je pense notamment l'an dernier à la réforme des retraites qui, sans le Covid, en fait, serait passée sans aucun souci. Mais c'est parce que voilà, depuis, je pense que vous le savez un peu toutes et tous, mais depuis la dernière cohabitation, les élections législatives ont lieu en même temps que les élections présidentielles. Donc factuellement, ça nous donne une république où le président dirige lui-même les propositions de loi faites par les ministres. Et comme c'est quand même pas un parti réputé pour sa démocratie interne, c'est les députés aussi. Donc entre ses mains, il a les pouvoirs législatifs et exécutifs. Et comme c'est sa majorité et que c'est son parti et que il y a quand même ce culte du chef qui est quand même assez présent, il faut se rappeler qu'à la base, Emmanuel Macron, il se présente quand même comme Jupiter, hein. Il décide seul du Premier ministre et donc indirectement de la garde des Sceaux, patronne de la justice. Donc il est aussi indirectement chef de la justice. Donc voilà, on a quand même un président de la République qui aujourd'hui a tous les pouvoirs finalement voilà, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Mais voilà, le format voilà, d'une réforme démocratique, je pense qu'aujourd'hui, qu'on en débatte. Il y a des productions qui sont très intéressantes et sur le sujet, je vous invite évidemment à lire les ouvrages de Julia Cagé. En l'occurrence, pour ma part, je pense que la démocratie demain, il va falloir qu'elle soit beaucoup plus participative, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que on va devoir toujours garder une forme de débat représentatif, hein, parce que le débat démocratique, il a vocation sur un maximum de sujets pouvoir impliquer tout le monde, mais factuellement, on va pas faire voter tous les jours tous les citoyens sur tous les sujets. C'est quelque chose qui est pas forcément viable. Euh, donc voilà, je vous invite notamment à lire les ouvrages de Julia Cagé pour en parler. Moi, je serais par exemple pour qu'on ait un renouvellement démocratique régulier de l'Assemblée nationale, un peu comme ce qui peut se faire d'une part au Sénat, hein, où le Sénat qui est renouvelé à moitié tous les 3 ans. Et avoir du coup potentiellement de l'autre côté beaucoup plus de représentativité mais par là, on va dire de proportionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez injuste dans le fait que une immense partie de la population puisse voter pour, pour des candidats et pour la gauche, par exemple, et qu'il n'y ait finalement que 50% des députés à la fin pardon, il n'y ait que 5% des députés, 10% des députés qui soient de gauche à l'Assemblée. Donc ensuite, après cette question de la transition démocratique, il y a celle de la transition sociale, parce que très fondamentalement, il y a aujourd'hui une explosion des inégalités dans ce pays. Nous, on a porté depuis l'élection présidentielle cette idée de revenu universel que vous connaissez à peu près toutes et tous. J'ai vu un peu passer des questions déjà sur le sujet, sur comment est-ce qu'on pouvait le financer. Donc voilà, c'est quand même une idée qui avance dans le débat depuis 2017. Il faut dire que par la crise du Covid, factuellement, on a aussi eu beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont intéressés à cette question-là, beaucoup de gens en général qui s'y sont intéressés, parce que dans un moment où effectivement on a plus d'1 million de nouveaux pauvres en France, la question de la productivité et de la répartition des richesses se pose. Donc voilà, nous, c'est une question qu'on essaie profondément de lier avec celle de la transition écologique, hein. Pour nous, demain, si on veut répondre aux problèmes sociaux, il va falloir en fait prendre en compte la crise environnementale, hein, qui est toujours plus présente. Aujourd'hui, on est un peu dans la dernière ligne droite si on veut pouvoir lutter contre. On doit jour après jour lutter pour finalement ne rater aucune échéance. Là, le calendrier, il va être assez rythmé là, dans les années qui viennent. Le GIEC nous donnant à peine 10 ans pour lutter contre la crise environnementale. Nous, on veut profondément lier ces questions. On pense aujourd'hui que de toute façon, on va pas pouvoir faire une transition écologique sans qu'elle soit sociale et que en fait, on peut concrètement repenser les rapports de production, le système de production et finalement, en fait, mettre en avant cette idée de revenu universel, de redistribution des richesses et finalement de transition écologique sur le même niveau. L'idée de ce revenu universel, pour nous, il est déjà voilà,
de déconstruire un rapport qui est factuellement injuste aujourd'hui, qui est celui de la production, qui est celui du salaire, du rapport entre le travail et le salaire. Pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'on considère peut-être beaucoup trop que le travail, finalement, en fait, le salaire dépend uniquement du travail et qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas rétribué justement en fonction du travail qu'on peut faire. Euh, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont engagés dans l'associatif, qui font du bénévolat. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas considéré comme du travail. On pense qu'on a un vrai travail aujourd'hui de notre société à redéfinir cette notion de travail, parce que c'est une notion qui est euh, philosophiquement pas beaucoup évolué depuis quelques décennies, et pourtant, elle en aurait bien besoin. Et donc voilà, nous, avec Génération, on porte en parallèle cette idée du Green New Deal. C'est une idée, je pense que vous avez entendu parler, qui évolue, et qui est de plus en plus portée un peu partout, qui nous vient notamment des États-Unis à la base, et qui est portée actuellement par Alexandria Ocasio-Cortez. L'idée, c'est notamment d'investir massivement dans la transition écologique et de transformer profondément la société. De créer de l'emploi d'une part, de repenser la production, repenser la consommation et finalement de se dire une bonne fois pour toutes que oui, on a besoin de faire cette transition écologique à grande échelle. Excusez-moi, il y a un petit chat qui fait des bêtises. Euh, donc je disais, voilà, nous on défend ce Green New Deal, c'est un investissement massif dans la transition écologique. On l'a défendu en 2019 pendant les élections européennes. C'est aujourd'hui quelque chose qui fait à peu près l'unanimité à gauche. On en parle autant avec les écolos qu'avec les socialistes et que les insoumis. Donc voilà, nous on défend ce triptyque-là finalement avec tous nos camarades à gauche. Et c'est ce qui fait finalement l'ADN de Génération. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la gauche pas gagné seule. C'est quelque chose sur lequel on a fondé Génération. Et en fait, aujourd'hui, nous, on essaie d'être un trait d'union dans cette gauche qui est éparpillée, qui est un peu puzzle. Euh, on a besoin d'être ce trait d'union de la gauche, de permettre à toutes les forces politiques de se parler dans notre camp si on veut avoir une chance de gagner. Et tout simplement, aujourd'hui, on est aussi le seul parti politique qui peut parler de la même manière avec les communistes, avec les insoumis, avec les socialistes et avec les écolos. Nous, aujourd'hui, on fait le choix notamment de s'implanter dans le bloc écologiste pour construire le rassemblement de toute la gauche, parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique politique qui est importante dans ce sens-là. Et donc, on fait le choix de pouvoir peser dans ce bloc écologiste pour pouvoir construire l'union de la gauche en 2022. Mais voilà, c'est pas un choix qui est unilatéral, on va pas uniquement dans ce sens-là. Par exemple, notre député Régis Jenico siège dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale et notre coordinatrice nationale, Sophie Taillé-Polian, siège dans le groupe écologiste beaucoup au Sénat. Donc voilà, nous c'est vraiment notre but. On est un parti aussi qui se caractérise par des élus qui sont des grands travailleurs. J'ai vu dans vos débats passer la question de la polémique qu'il y a eu à Trappes il y a quelques temps. Donc Ali Rabet, c'est le maire de Trappes depuis le maire de Jean, depuis le mois de juin. C'est un élu pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je suis moi-même militant évinois, j'ai beaucoup fait sa campagne. Je le connais bien, je lui renouvelle tout mon soutien. Enfin, beaucoup, je pense que je peux peut-être vous faire un petit point rapidement sur en fait l'énorme campagne de désinformation qu'il y a eu autour de tout ça. Il y a eu des mensonges d'État. Pour moi, on n'est pas loin d'un scandale d'État dans cette affaire, parce que cette polémique elle part en fait d'un conseiller proche de Marlène Schiappa. La réalité, c'est ce qui vient de là, c'est Thomas Jordi, qui fait partie de l'opposition à Trappes, qui est aujourd'hui un des proches conseillers de Marlène Schiappa, qui connaît depuis quelques années bah, euh, ce Didier Lemaire, ce prof de philosophie. Et donc, bah voilà.
C'est 2 personnes qui viennent des milieux laïcards du printemps républicain que moi j'hésite pas à dire qui sont d'extrême droite, qui ont finalement monté, qui ont menti du début à la fin. Par exemple, vous vous souvenez qu'Ali Rabet a été enfin, qu'on a menti sur Ali Rabet, on a dit qu'il avait menti et qu'il avait traité par exemple Didier Lemaire d'islamophobe sur une télé néerlandaise. Cette chaîne néerlandaise, elle a rétabli la vérité par voie d'avocat. Elle a informé que non, Ali Rabet n'avait jamais traité Didier Lemaire d'islamophobe. Donc ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge de Didier Lemaire, c'était de dire il n'y avait pas de coiffeur mixte à Trappes. C'est faux, il y en avait un à 50 mètres de chez lui, du lycée dans lequel il travaillait. Troisième mensonge, ça a été de dire que les enfants dans les écoles maternelles à Trappes ne chantaient pas. C'est faux. Encore une fois, c'est faux. Il y a des chorales à Trappes dans les écoles maternelles. Vous pouvez trouver sur Internet des clips d'enfants qui chantent justement pour défendre la laïcité. Donc voilà. Et donc en fait, voilà, on a menti du début à la fin. Par exemple, Jean-Michel Blanquer, à un moment, est intervenu pour dire qu'Ali Rabet était entré dans le lycée par effraction. C'était faux. En fait, Ali Rabet, il fait partie du conseil d'administration du lycée. Le matin même, il y avait des élus qui distribuaient une lettre, d'ailleurs que je vous recommande, qui est une belle lettre républicaine que personnellement j'aurais bien aimé pouvoir lire, enfin recevoir ce genre de courrier au moment des attentats en 2015 quand j'étais moi-même lycéen. J'aurais bien aimé avoir un élu qui nous fait parvenir une lettre pour nous parler un peu de la situation, du fait qu'on a besoin de serrer les coudes, notamment dans ce genre de moments qui sont durs pour tout le monde. Et en fait, voilà, il y a eu une distribution de tracts devant le lycée, donc ouais, parce que ça peut être qualifié de tract à la limite. Et ensuite, plus tard dans la journée, Ali est rentré avec le directeur du lycée dans le bâtiment. Et à ce moment-là, il est effectivement allé parler aux élèves, mais sans tract. Et donc en fait, c'est pas pour rien que Jean-Michel Blanquer n'a finalement pas porté sa plainte, comme il l'avait au début annoncé. Il avait quand même dit qu'il allait porter plainte, mais il n'a pas pu le faire parce que factuellement, Ali n'a rien fait de mal là-dedans. Donc voilà. Donc je renouvelle encore tout mon soutien sur le sujet. Et donc voilà, ça me permet d'enchaîner un peu sur la suite. Génération, bah voilà, c'est un engagement qui me paraît plutôt pertinent, notamment dans la période, parce qu'on a une certaine conscience des enjeux qui nous entourent dans un moment où voilà, je pense que sur ce serveur, il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants. En tant qu'étudiant, on voit nos ministres courir après l'extrême droite, à aller enquêter sur l'islamo-gauchisme, à faire une sorte de chasse aux sorcières contre les enseignants-chercheurs, sur des termes voilà, qui ne vivent sur aucun début de réalité scientifique, parce que Frédéric Vidal a été quand même débouté et par la conférence des présidents d'université, qui est une des plus hautes instances du monde universitaire, et le CNRS, sur le fait que en fait elle ne parlait que de vent finalement, avec Jean-Michel Blanquer qui du coup lui enchaînait sur ce sujet en disant que si c'était un fait indéniable et que l'islamo-gauchisme existait, qu'on avait de l'autre côté Gérald Darmanin en train de dire à Marine Le Pen qu'elle n'était pas assez ferme sur les questions de sécurité. Donc voilà, dans ce moment où on a des ministres là, qui courent après l'extrême droite, qui courent après des passions tristes, qui mentent, qui fabulent publiquement, et finalement voilà, qui font parvenir l'extrême droite au pouvoir, hein, parce que à terme c'est un risque qu'ils prennent là-dedans en fait en installant l'extrême droite sur ce terrain-là, et ils vont progressivement en fait la légitimer. Avec Génération, on se bat, on fait les efforts pour pouvoir lutter contre ça. On fait les efforts avec toute la gauche pour pouvoir se réunir. Nous, on a profondément vocation à essayer de réunir tout le monde. Par exemple, sur l'élection législative partielle qui va avoir lieu là dans le 20e arrondissement de Paris. Je ne sais pas si vous êtes trop au courant, mais il y a une élection législative partielle qui va avoir lieu là au mois d'avril. Donc c'est un terrain sur lequel on était parfaitement légitime à aller. Le maire d'arrondissement, par exemple, est un ancien de génération. On a beaucoup d'élus ici. On en a plus, par exemple, que LV. On a accepté voilà,
de se ranger derrière eux pour pouvoir en fait finalement prôner cette union et être en accord avec nos pensées et le fait qu'on veut se battre pour justement construire l'unité. Et voilà, dans un moment où on doit se battre pour nos libertés fondamentales, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein, j'ai dit, on a un gouvernement qui fait dans sécuritaire et islamo-gauchisme. Bah, on a quand même, voilà, on a quand même un vrai besoin. Aujourd'hui, on a besoin de se retrouver sur ces valeurs fondamentales. On a besoin aujourd'hui de pouvoir parler des sujets fondamentaux et de pouvoir installer finalement dans le débat public nos idées, parce que c'est aussi comme ça qu'on va apporter plus de justice sociale. On est quand même dans une période où les inégalités s'accroissent dramatiquement. Hein. Il y a 10 millions de Français qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, alors que les milliardaires français ont quand même multiplié par 4 leur richesse dans la dernière décennie. Et de même, dans le cadre de la crise environnementale, le temps nous est compté. On a besoin aujourd'hui de pouvoir parler peut-être d'un peu autre chose que le sécuritaire que l'islamo-gauchisme. Donc voilà, nous, on veut être force de position sur tout ça. On se bat, par exemple, les jeunes générations ont organisé cet été un Tour de France des solidarités et de l'engagement. Là, au Sénat, on est en train de préparer une loi environnement pour contrer finalement celle du gouvernement qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris, notamment par rapport à la Convention citoyenne. Donc voilà, c'est une période où je pense que profondément, il y a un besoin de s'engager et de préparer l'alternative. C'est quelque chose personnellement qui me prend aux tripes. Nous, on veut se battre pour avoir le droit à un futur, hein. Pour avoir droit à un gouvernement qui ne reste pas dans le débat de caniveau, qui élève le débat, et on a besoin de sortir finalement des luttes intestines qui empêchent la gauche de prendre le pouvoir et de mener ses politiques. Donc voilà. Après cette petite présentation de génération assez succincte, je vais vous parler un peu des jeunes générations en tant que coordinateur national. Les jeunes générations, c'est l'organisation de jeunesse du mouvement qui s'est construite en parallèle du mouvement depuis 3 ans. Donc l'événement fondateur pour les jeunes G, c'était le 24 mars 2018 dans l'université de Paris 8. À l'époque, Benoît Hamon faisait un tour de France des facs pour rencontrer les étudiants un peu partout et leur parler un peu de demain et de la gauche. Ça a permis à beaucoup de jeunes de rentrer en contact et de commencer à construire ensemble quelque chose politique. Donc voilà, on s'est progressivement implanté en termes de génération en réunissant régulièrement plusieurs centaines de militants, comme à Albertville en Savoie en septembre en 2018 encore, ou la même année à Paris 3 6 mois après. Mais c'est surtout parce qu'en fait on organisait régulièrement des actions partout en France et notamment des actions coup de poing importantes. Je pense à des die-in en hommage aux 17 000 migrants à l'époque qui étaient morts en mer Méditerranée. Il me semble que maintenant on est à plus de 24 000 depuis 2017. Je pense aussi par exemple à ces actions qu'on a menées, par exemple les silhouettes pour le climat qu'on faisait pendant les élections européennes pour rappeler qu'une action environnementale tuait déjà, ou aux actions de féminisation des noms de rue pour rappeler aussi que les femmes étaient totalement invisibilisées dans notre histoire ou dans notre environnement urbain. Ce qui nous caractérise comme organisation politique, c'est qu'on est jeune. C'est quelque chose qui caractérise Génération beaucoup aussi, hein, parce qu'en fait, la Génération, il y a beaucoup de jeunes en comparaison de tous les autres partis que je peux connaître. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de militants politiques sur ce serveur, mais pour ceux que je connais, par exemple, au Parti Socialiste, au PS, l'exemple type, c'est ces réunions de section de petits vieux aux cheveux blancs qui font les mêmes réunions depuis 30 ans juste entre eux et juste entre vieux. Finalement, Génération, c'est pas du tout comme ça. Hein. On a beaucoup de jeunes. Je vous prends l'exemple là de la campagne de l'Île-de-France, où on est en train de partir avec les écologistes. On est plus de 2 fois plus nombreux que les jeunes écologistes, alors que Génération est à 2 fois moins d'adhérents que ELV. Donc voilà, en parallèle de ça, il y a beaucoup d'endroits où les comités de génération sont tenus par des jeunes. Et notamment dans des grandes villes, hein, les jeunes ils prennent toute leur place. Je pense par exemple à Strasbourg, à Dunkerque, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Brest, à Marseille ou même à Besançon. C'est quelque chose qui vient pas de nulle part. C'est parce que les jeunes générations, c'est un cadre politique important avec beaucoup de jeunes présents partout en France.
dans lequel on accueille des jeunes qui s'engagent souvent pour la première fois avec bienveillance. L'idée, c'est d'avoir ce cadre où on peut, pour la première fois, venir militer, apprendre à défendre ses idées. C'est quelque chose qui est quand même pas évident quand on a 15 ans ou 18 ans, et qu'on n'apprend pas forcément partout. Donc voilà, on revendique ça, on revendique aussi d'être un cadre où on apprend à apprendre et à assumer des responsabilités. Donc voilà, on est un mouvement d'éducation populaire qui prépare des jeunes à devenir non seulement des militants politiques, mais aussi à devenir des cadres de la gauche de demain. Personnellement, là je parle pour moi, j'ai acquis beaucoup plus de compétences utiles dans ma vie en militant qu'en allant en cours depuis le lycée. Hein. Donc voilà. Je sais pas si par exemple vous avez entendu parler de l'école de l'engagement d'Arnaud Montebourg. Là c'est quelque chose qui est passé très récemment dans l'actu. Je vous en parle parce que quelque chose qui me paraît important. C'est une idée dont je suis vraiment pas fan. Une école de l'engagement peut être un parti. C'est un endroit où tu t'engages parce que tu as des convictions et que tu veux changer le monde, parce qu'une campagne politique t'emballe. Pas parce que tu te dis trop bien, je vais apprendre à devenir député. J'ai beaucoup plus de respect voilà, pour ces gens qui montent en responsabilité par la force des choses, parce qu'ils sont utiles et qu'on a besoin d'eux. C'est quelque chose aujourd'hui qui me paraît important. Aujourd'hui, on a quelque chose dans le débat politique français qui est assez malsain à ce sujet, je trouve. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, lors des élections législatives de 2017, quand la direction nationale d'En Marche choisissait elle-même ses candidats aux législatives en prenant les CV que les gens leur envoyaient, plutôt qu'en permettant d'avoir des débats localement, d'avoir des sections locales qui auraient pu choisir elles-mêmes leurs candidats. Bah, pour moi, j'avais l'impression d'avoir une entreprise, d'avoir des DRH qui choisissaient finalement leurs futurs élus. Donc, pour moi, c'est pas ça faire de la politique. Donc là, ce qui caractérise aussi les jeunes générations à côté de ça, c'est la maturité qu'on peut avoir dans le militantisme. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, c'est la gauche, elle risque de perdre toutes les élections qui viennent parce qu'elle est incapable de se retrouver et de partir unis. Je prends notamment le cas de l'Île-de-France où les écologistes, les socialistes et les insoumis partent pour le moment chacun de leur côté en étant toutes et tous entre 10 et 15%, et ils perdent en fait de fait toute chance de se mettre en dynamique et de reprendre potentiellement la région à la droite. Donc en 2022, la même problématique se pose déjà. La gauche pourrait garder le deuxième tour depuis son canapé, alors qu'elle a pourtant toutes les chances de gagner dans un second tour, que ce soit contre Macron ou contre Le Pen. Donc les GG, en parallèle, nous, face à ces constats, on a créé avec d'autres jeunes un peu partout en France Résilience Commune, une plateforme commune de la jeune gauche, dans laquelle participent notamment les écologistes, les socialistes, la gauche républicaine et sociale qui est proche de la France insoumise. Je pense aussi à Allons Enfants, qui est une organisation politique uniquement de jeunesse, qui n'a pas d'organisation, comme on pourrait dire, de vieux. Mais il y a aussi des gens là, qui sont non encartés, des associations, des militants communistes, des insoumis, qui sont là voilà, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur nos désaccords et qu'on puisse un peu montrer la voie à nos aînés. On est en discussion aujourd'hui avec tout le monde, on fait bouger les lignes. Hein, depuis 8 mois, on se rapproche de nos camarades dans tous les sens, on apprend à construire une culture commune et on pèse ensemble comme ça. Parce que moi, je suis convaincu que c'est ensemble en fait qu'on va peser. Les gens en fait sont pas forcément intéressés par une gauche façon puzzle. C'est pas forcément intéressant pour l'engagement militant d'avoir 1 milliard de partis, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on s'engagerait pour l'un ou pour l'autre? Je pense que ce qui caractérise aussi notre génération, la jeune gauche, c'est un rapprochement sur le fond. Nous, on ne différencie plus, comme peuvent le faire nos aînés, par exemple la lutte pour la fin du mois et celle pour la fin du monde. Sur le fond, aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde partage, hein, mais malgré tout, nos aînés considèrent jamais forcément ces choses de la même manière. Il y a toujours une forme de hiérarchisation de ces luttes, que ce soit pour mettre la question sociale ou la question environnementale l'une devant l'autre. Pour nous, en fait, tout ça, c'est déjà acquis. Je pense que c'est quelque chose qui est globalement partagé par la jeune gauche. On pense que voilà, cette société du temps libéré, de l'écosocialisme ou de l'écologie sociale et populaire, voilà, enfin, le nom qu'on veut lui donner, doit répondre en fait aux problèmes sociaux par une réorganisation de la production et de la société qui soit respectueuse et de l'environnement et de l'humain. Voilà, ce qui est notable la jeune génération en termes d'engagement, ça se voit notamment dans la période, c'est la capacité d'une organisation politique qui évolue avec son temps. Pour le coup, je vais vous prendre l'exemple encore du Parti socialiste.
Parti socialiste qui n'a pas pu en fait tenir sa convention nationale cette année, son congrès dans lequel il devait acter sa ligne politique pour les élections. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? J'ai eu un petit problème là. Pas de souci, on vous entend. Super. Voilà, par exemple, le Parti socialiste n'a pas pu tenir son événement national parce qu'il s'était incapable d'utiliser les outils numériques. C'est quand même assez grave de ne pas pouvoir aujourd'hui, après 10 mois de Covid, de ne toujours pas être capable d'utiliser Zoom. Mais au-delà de ça, voilà, nous, on a cette capacité à évoluer avec notre temps. Depuis le début du premier confinement, on a fondé une chaîne Twitch, on a fondé un serveur Discord, on a même TikTok, même si je vous avoue que moi-même, je suis déjà trop en boomer pour l'utiliser. On a une équipe de jeunes motivés qui prennent sérieusement ça en main. Et parmi en fait les organisations de jeunesse, c'est assez rare. Je pense que si on est capable d'évoluer, c'est aussi parce qu'on fait confiance aux jeunes militants qui veulent lancer des projets dès qu'ils s'y mettent un peu sérieusement, qu'on leur donne l'occasion de se lancer et les moyens de réussir ces projets. C'est pour ça que nous, on a pu tenir une convention en ligne il y a 2 semaines avec plusieurs centaines de militants et qu'on a réussi à rendre ça interactif et plutôt pas trop rébarbatif. Ce qui, je vous avoue, c'était pas toujours évident. Donc enfin, pour conclure, je dirais que si les jeunes générations sont aussi forts et dynamiques, c'est aussi parce que ça correspond sur le fond à une certaine vision de la jeunesse qu'on peut avoir, que ce soit à génération ou aux jeunes. Politiquement, moi je suis fier du projet politique qu'on porte. C'est un projet d'émancipation sociale où on veut reconnaître le droit à l'autonomie, le droit à une égalité réelle face aux études, un droit à vivre dignement et finalement ne pas être un visu social, parce que c'est aussi quelque chose qui est pour moi est assez grave dans notre société, c'est que le jeune doit galérer. Voilà, il doit être en stage, il doit être payé de misère, il doit faire son alternance où il est payé de misère, il doit travailler à côté de ses études, c'est normal, il est jeune. Voilà, je pense que ça fait du bien, notamment quand on a une majorité qui défend des projets comme la sélection à l'université, qui défend le service national universel ou encore dans la période qui s'illustre par son incompétence avec ses repas à 1 euro qui ne valent même pas 1 euro, dont ne bénéficie même pas la majorité des étudiants, et qui en parallèle fait une chasse aux sorcières totalement macartiste. Finalement, le seul acte concret qu'on a eu du gouvernement depuis le début du confinement, ça a été les 150 euros au mois de décembre. Donc voilà, ça fait quand même moins de 50 centimes par jour en 1 an par personne. Moi, je vous laisse admirer l'ambition politique. Donc voilà, sur ce, je vous propose d'arrêter là parce que ça me paraît pas forcément super passionnant de m'écouter parler dans le vide comme ça. Donc du coup, on va passer à la seconde partie qui est questions. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à aller dans le salon de préparation invité pour les poser. Tout d'abord, on va commencer par la première question qui nous vient de Alexis, qui est comment lutter contre la pauvreté en France, la précarité en France, pardon. Les deux. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, la précarité, elle explose. J'en ai un peu parlé déjà. Pour moi, déjà, il y a plusieurs sujets. Si on veut parler purement de la précarité, il va falloir envisager le revenu universel. Le revenu universel, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un peu le nouveau parachute de sécurité sociale dont on a besoin aujourd'hui. Quand on a fondé la sécurité sociale en 1945, c'était pas du tout la même société qu'aujourd'hui. Factuellement, aujourd'hui, quand on est étudiant, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir le chômage. On n'a pas le droit, quand on est jeune, de toute façon, d'avoir accès au RSA. Il y a beaucoup trop de fois, par exemple, quand on est jeune, où on n'a pas le droit d'avoir accès aux aides parce qu'on est jeune. Et c'est d'ailleurs en fait la seule excuse pour ne pas nous permettre d'avoir accès à ces aides, c'est qu'on est jeune. Donc factuellement, pour lutter contre la précarité, il va falloir ouvrir des droits déjà, ceux qui sont les plus précaires, parce qu'aujourd'hui, la part la plus pauvre de la société, c'est les jeunes. C'est des faits. Aujourd'hui, il y a un étudiant sur 2 qui travaille, qui travaille à côté de ses études. On a un étudiant sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté. Non, c'est un étudiant sur 5, pardon. On a un étudiant sur 3 qui ne mange pas forcément à sa faim. Un étudiant sur 3 qui ne se soigne pas forcément quand il est malade.
Donc on a besoin d'un parachute. Aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau droit. Moi, j'appelle ça le revenu universel. On peut avoir des débats sur comment on veut l'appeler, si c'est pas une allocation d'autonomie, par exemple. Mais voilà, on peut avoir ces débats-là. Moi, je pense qu'on a besoin effectivement d'avoir voilà, ce revenu en plus qui nous permet et finalement, quoi qu'il arrive, de ne pas être dans la merde, de toujours pouvoir dire, par exemple, tant pis, je vais pas aller faire ce travail sous-payé parce que, en fait, je mérite mieux. Ça permet d'avoir ce rapport de force aussi, de dire, regardez, de toute façon, moi, j'ai déjà, je sais pas, 800 euros tous les mois. Je vais pas accepter votre rémunération là. Pour moi, c'est pas suffisant. Donc voilà, ça permet d'avoir en permanence ce rapport de force et je pense que vraiment c'est quelque chose qui permet de lutter contre la pauvreté et contre la précarité. Parce que de même, on n'est pas obligé d'accepter un emploi à temps partiel ou un CDD dont on ne veut pas. On peut aujourd'hui, avec ça, forcer finalement le monde du travail à évoluer et en fait à être beaucoup plus respectueux de nous. Donc voilà, pour moi, c'est la première mesure que je veux pour lutter contre la pauvreté. De même, pour lutter contre la précarité, moi, je voudrais bien qu'on puisse se pencher sur la question des emplois, de l'emploi en général. On a aujourd'hui une société dans laquelle le CDI, c'est plus forcément le contrat de travail par excellence. C'est plus la référence dans le monde du travail. Aujourd'hui, enfin ça d'ailleurs faut qu'on remercie Emmanuel Macron pour ça, mais il y a une globalisation des CDI qu'on appelle de chantier, donc qui sont beaucoup plus précaires que les vrais CDI en fait, qui sont faits à la base pour tout ce qui est BTP et tout ce qui est un emploi dangereux, qui protègent relativement peu et qui sont faits aussi pour en fait pouvoir s'adapter aux situations, hein, parce que quand une entreprise n'a pas de chantier, elle va pas garder des salariés. Donc en fait, voilà, c'est lié à tout ça. Mais de base, aujourd'hui, oui, ne serait-ce que quand on est jeune, la moyenne d'âge pour le premier emploi stable, le premier CDI, c'est 29 ans. C'est extrêmement tard, et donc en fait, jusqu'à 29 ans, on ne peut pas se projeter dans notre futur, on reste précaire. Donc voilà, pour moi, ça c'est peut-être le sujet, un des sujets fondamentaux, cette question du travail et d'avoir en fait la généralisation peut-être des CDI. Parce que le CDI aujourd'hui, c'est quand même une forme d'emploi qui est beaucoup plus protégée, qui protège beaucoup plus les travailleurs. Et donc c'est quelque chose que personnellement je défends. Donc la seconde question qui nous vient de Pau, c'est comment financer du coup ces mesures sociales? Très bonne question. Je crois que j'ai vu passer à côté de ça la question du coup de la taxation et de la potentielle fuite des riches. Donc je vais essayer de répondre à tout ça un peu en même temps. D'une part, aujourd'hui, on vit, voilà, je pense pour financer tout ça, il va falloir d'une part refonder notre pacte social. Il va falloir peut-être arrêter avec les CICE et finalement les dons aux entreprises qu'on fait sans contrepartie. Parce que par exemple, là, ce qu'on a vu au début du confinement, c'est quand Bruno Le Maire donnait de l'argent en cash comme ça aux entreprises en leur demandant de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires et que en fait elles le faisaient quand même. Que finalement l'argent qu'on leur donnait il servait finalement à payer directement les actionnaires. C'était plus le cas par exemple avec le CICE qui a créé très peu d'emplois à l'époque et donc en fait on va devoir refonder ce pacte social. On va d'une part devoir aussi se pencher sérieusement sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale parce que l'évasion fiscale en France est estimée à 100 milliards d'euros par an. C'est énorme en fait. Avec 100 milliards d'euros par an, on finance très largement un revenu pour tous les jeunes de moins de 30 ans à hauteur de 1 000 euros par mois, mais genre sans aucun souci. En fait, on peut financer aujourd'hui beaucoup de choses comme ça. En fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est pas difficile. Hein, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est juste en fait arrêter de supprimer des emplois de contrôleurs fiscaux, parce que en fait, c'est ce que fait le gouvernement à chaque fois qu'il y a des suppressions de postes à Bercy. On commence par les contrôleurs fiscaux. C'est extrêmement grave en fait, parce que si on les contrôle moins, si on a moins de moyens pour les contrôler, évidemment qu'on va pas pouvoir augmenter les impôts parce qu'ils vont trouver un moyen de filouter. D'autre part, avec Génération, nous, voilà, ce qu'on défend, c'est aussi cette idée de taxe sur les robots. Pour
pour expliquer un peu ce que c'est, l'idée c'est qu'aujourd'hui, pareil, le monde du travail il évolue, on produit de plus en plus et ça nécessite de moins en moins de force de travail. Donc ça c'est quelque chose qui est lié, qui existe depuis la première révolution industrielle, hein, mais qui s'amplifie avec le temps. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique qui fait ça. Et donc aujourd'hui, on doit, en fait, ces créations finalement de richesse, elles sont un peu sur le dos finalement des gens qui vont perdre des emplois. Parce que factuellement, ça va. Enfin voilà, si on produit de plus en plus et que ça nécessite de moins en moins de force de travail, on a besoin de moins en moins de travailleurs. Donc on va supprimer des emplois. Et donc factuellement, pour que ce progrès technique, parce que c'est un progrès technique et en fait c'est louable. Moi, je suis pas contre le progrès technique, au contraire. Mais si on veut que ça devienne un progrès social, il va falloir, en fait, qu'ils payent, que ces robots qui remplacent les travailleurs payent. Et donc nous, on a notamment cette idée de taxe robot, de dire que oui, bon d'accord, un groupe je sais pas, comme Carrefour qui va remplacer des caissières par des caisses automatiques, va payer plus d'impôts pour en fait remplacer ceux qui ne payent pas finalement aux caissières. Donc voilà, c'est une idée comme une autre. Nous, on a ces deux grandes idées pour financer nos mesures. Je pense qu'il y a un point qui est important à rappeler, c'est que quand on veut, on peut. Et quand je dis ça, c'est pas ce qu'on peut dire. Enfin voilà, c'est quelque chose peut-être assez largement pour vous expliquer. Quand on a fondé la sécurité sociale en 1945, ça représentait 50% du PIB national. Donc évidemment, c'était une grosse dinguerie. Et aujourd'hui, si on nous parlait de fonder une nouvelle sécurité sociale, les gens, ils écarquilleraient les yeux, ils seraient choqués, et ce serait juste pas possible. Et donc en fait, si, à l'époque, on l'a fait. Et aujourd'hui, c'est un modèle que tout le monde nous envie. Donc en fait, factuellement, c'est quelque chose, c'est un choix politique qu'on peut faire. C'est en fait des lignes de budget qu'il faut changer. C'est est-ce qu'on, c'est où est-ce qu'on met finalement notre argent et sur quoi est-ce qu'on accepte de créer potentiellement de la dette. Voilà, tout ça, c'est des choix politiques. Et je pense qu'effectivement, il y a des mesures qu'on doit porter. Et au-delà de ça, faut qu'on pense à l'utilité politique de ce qu'on fait aussi, avant de penser au coût que ça va avoir. Parce que des fois, l'utilité dépasse très largement le coût qu'on peut envisager. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je pense qu'on doit penser. Donc la question suivante nous viendra donc d'Alexis, encore une fois. C'est concernant l'écologie et l'éthique animale, quel est le point de vue de votre mouvement? Oui, il y a un vrai sujet là-dessus aujourd'hui. Je sais pas aussi. C'est quelque chose qui revient de plus en plus dans l'actualité. Et nous, sur ce sujet, on est assez clair dessus. On est assez proche des milieux L214 et écologistes pour pouvoir dire que oui, nous, on veut avoir le droit à un vrai débat politique sur le sujet. Je pense que aujourd'hui, c'est juste pas possible d'avoir des images qui nous viennent d'abattoirs français ou au-delà de ça, d'élevage intensif. Je pense que vous avez toutes et tous en tête ces images qui sont juste pas possibles. C'est des trucs qui sont assez terribles. Souvent, quand on les voit passer à la télévision aux informations le soir, on dit ouais, on n'a pas envie de voir ça maintenant parce qu'on est en train de manger. Mais en fait, c'est ce qui est dans notre assiette. Et en vrai, c'est terrible. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on arrête de fermer les yeux. Et faut qu'on accepte d'avoir une vraie réflexion, je vais pas dire sur la fin de la consommation de la viande, mais à minima sur une consommation beaucoup plus éthique et responsable de la viande. Donc la prochaine question, elle, nous vient du Savoyard. C'est comment est-ce possible pour la gauche républicaine et universaliste de soutenir des défenseurs de thèses racialistes comme Bayou et Obono? C'est faux. Julien Bayou est pas racialiste. C'est factuellement faux. En l'occurrence, je connais plutôt bien Julien. Julien Bayou n'a jamais n'a jamais défendu de thèse racialiste. Et en fait, là, pour le coup, c'est une fake news. Enfin, je suis désolé, mais ça n'existe juste pas. La gauche aujourd'hui, mais peut-être pour parler de la gauche et en rapport, et de manière générale, de son rapport au républicanisme, on a aujourd'hui, moi j'ai
enfin, je vois pas comment est-ce qu'on peut parler de thèse racialiste aujourd'hui. Moi, je vois à quoi cette personne fait référence quand on nous parle de thèse racialiste. En fait, on nous parle voilà, de gens qu'on traite d'indigènes, voilà, qui sont des personnes voilà, qui sont factuellement racisées, qui sont voilà, de couleur de peau, on va dire, qui au quotidien voilà, subissent voilà, des discriminations, qui subissent le racisme et qui disent, enfin, qui assument, qui disent. En l'occurrence, oui, moi je pense qu'en fait c'est le rôle de la gauche d'être antiraciste. Au contraire, je vois pas en fait comment est-ce que quand on est républicain, parce que pour le coup pour moi ça touche aussi à la République en général, comment est-ce qu'on peut en fait seulement se permettre en fait d'avoir ce genre de propos. Enfin, pour le coup, je suis désolé, mais c'est juste insupportable d'entendre des choses comme ça sur Julien Bayou ou Daniel Obono. Je pense qu'aussi par des thèses racialistes, c'est peut-être expliquer que les rôles des citoyens en France, entre des personnes noires, de peau ou blanches, seraient différents et qu'il y aurait sûrement des discriminations qui seraient acquis dans la société. Non, mais bien sûr, aujourd'hui, il y a des discriminations qui sont acquises dans la société. En revanche, non, enfin, en revanche, c'est le racisme, en fait, faut le définir. Déjà, c'est quoi le racisme? C'est quoi la différence entre des discriminations à caractère racial et le racisme systémique dont parle, par exemple, Daniel Obono. Aujourd'hui, le racisme systémique, voilà, il touche pas les blancs directement, il touche avant tout les noirs et les populations maghrébines, parce que factuellement, c'est eux qui aujourd'hui subissent du racisme, voilà, qui subissent beaucoup plus de contrôle policier au quotidien. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, qui est qui est de plus en plus informé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de le mettre en avant. Là où c'était pas forcément le cas il y a 20 ans, où on pouvait fermer les yeux, mais aujourd'hui on ne peut plus fermer les yeux. Le racisme systémique, il existe en France. Il existe, en fait, quand on a des gens qui subissent de la part, voilà, beaucoup, pas forcément que de l'État, qui subissent de la part de bailleurs sociaux ou de propriétaires d'appartements, des refus de logement, parce qu'en fait ils ont un nom à consonance africaine. Ça c'est voilà, c'est ce dont on peut parler. Ça c'est quelque chose qui existe factuellement en France. Mais en l'occurrence, voilà, ce dont parle Daniel Obono, c'est fait. Enfin voilà, ça va pas au-delà de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Enfin voilà, nous on théorise pas, on n'a jamais théorisé la lutte des races. Hein, enfin ça, c'est juste lunaire. Bien, donc la question suivante nous vient de Dawai. C'est concernant l'union de la gauche. L'union de la gauche doit se faire avec l'intention ferme de sortir de l'Union européenne. En ferez-vous partie avec Génération? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors la question de l'union de la gauche et de la question européenne. En vrai, ouais, c'est une très bonne question. Ça, c'est un des gros débats qui se posent aujourd'hui à gauche. C'est notre rapport à l'Europe. Mais là, je vais peut-être encore revenir à des choses qui sont un peu anciennes. Dans les années 70, quand François Mitterrand, le Parti socialiste et le Parti communiste s'unissent pour faire le programme commun, le font dans un contexte où il y a un tropisme vers l'ouest de la gauche et un tropisme vers l'est pour les communistes. Ça les a pas empêchés de s'unir. Factuellement, je suis désolé, mais la question européenne, je pense qu'elle est moins dure à trancher. Pour nous, elle est moins difficile à trancher que la question en fait, qu'on a eue à l'époque de ce tropisme vers l'ouest ou vers l'est. On peut quand même en parler. Pour moi, la question européenne, voilà, l'Europe, c'est un outil politique qui est dévoyé en fait depuis sa fondation, qui s'est fondé pour la paix et qui s'est construit sur l'économie. Ça, c'est factuel. Et donc, en fait, même si c'est un outil qui a
pendant longtemps, l'idée fédérale a été très prégnante et quand on est de gauche, je pense qu'on est pour le fédéralisme européen parce que en fait, quand on est de gauche, on veut changer la vie des gens, mais pas que des Français, on veut changer la vie de tout le monde. Et donc en fait, l'Europe, c'est un outil qui aurait pu potentiellement permettre de changer la vie d'un maximum de gens et de sortir voilà, du cadre juste français, hein, parce que l'Europe, c'est euh, c'est un peu plus que 60 millions de personnes. En fait, c'est un truc qu'on doit défendre. Mais oui, bon bah voilà, c'est quelque chose qu'on a perdu parce que à l'époque, quand on a voulu fédéraliser l'Europe, on a perdu tous les votes, notamment sur la création de l'armée européenne. Donc aujourd'hui, on a un sujet sur l'Europe qui est celui en fait où l'idéal européen, ce fédéralisme, il est tombé en panne. Et aujourd'hui, l'Europe, elle est économique et dirigée très largement depuis Bruxelles. Elle est beaucoup trop sclérosée par des lobbies qui sont présents en masse, autant à Bruxelles qu'à Strasbourg au Parlement européen. Et pour le coup, pendant les élections européennes, ça a été un vrai sujet pour nous, c'est comment est-ce qu'on lutte contre les lobbies. Parce que pour moi, l'Europe, malgré tout, avec tous ses défauts, ça reste un outil politique qui peut un jour vraiment aussi changer les choses. Parce qu'en fait, j'ai parlé de la question environnementale. En fait, l'Europe, l'Union européenne, c'est le premier acteur économique mondial. Si demain l'Europe en fait mène la transition écologique, potentiellement on peut vraiment changer le monde. On peut prendre dans l'engrenage le reste du monde. Parce qu'en fait, ça nous donnera beaucoup plus de poids que juste la France. Moi, je me refuse à dire que la gauche doit se séparer de l'Europe. En revanche, voilà, c'est des débats. Nous, on est d'accord avec. On peut potentiellement se mettre d'accord sur le plan A de Jean-Luc Mélenchon de dire bon bah pourquoi pas, on se dit on va mettre un coup de pression et on va pas juste attendre que les choses se fassent. Par contre voilà, faut aussi se rappeler que oui bah l'Europe on l'a fait ensemble, on l'a fait pas en décidant contre les autres. Donc voilà, je pense que c'est pas la question européenne qui va trancher le débat pour 2022, même si c'est une question qui est passionnante et sur laquelle en fait il faudra ensuite avoir ces débats. C'est tout un tas d'autres débats qu'on doit avoir avant, parce que en fait, les débats qui divisent à gauche aujourd'hui, ils sont beaucoup plus de l'ordre de la personne que des idées. Donc voilà. Donc, la prochaine réponse vient de Gavroche Lebrun. Est-ce que Génération possède une pensée géostratégique? Si oui, laquelle? Et comment la France doit se positionner, selon vous, dans l'OTAN ou sur la scène internationale face aux États-Unis, la Russie, la Chine et dans l'UE? Alors déjà par rapport à ça, je trouve que c'est pas la question fondamentale de mon engagement. La question de l'OTAN. En revanche, voilà, je pense que c'est des questions qui sont importantes à aborder parce que oui, les questions de stratégie internationale, elles sont primordiales. Et notamment depuis le début du quinquennat Macron, ouais, quelque chose qu'on peut quand même noter, c'est qu'on n'a pas gagné de grand arbitrage international. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement n'est pas au niveau. Euh, Très concrètement, moi, je suis pour. Je sais pas, enfin, je peux pas dire que je suis pour quitter l'OTAN, parce que l'OTAN, malgré tout, aujourd'hui, c'est un outil de coopération internationale, voilà, qui nous engage pas nécessairement à chaque fois qu'on veut ne pas participer à ce que fait l'OTAN, on n'y est pas obligé. En revanche, c'est un outil politique qui peut être important, c'est un outil qui peut créer du lien avec des partenaires internationaux. Et je ne vois franchement pas l'intérêt de quitter l'OTAN aujourd'hui. De la même manière qu'on ne peut pas parler de quitter bah, euh, l'Europe. Enfin, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un outil qui est politiquement en fait trop important pour qu'on puisse parler de le quitter et avec lequel on construit beaucoup trop de choses au quotidien. Et voilà. Corentin voulait poser une question, du coup, Corentin, on t'écoute. Je sais pas si je t'ai démute ou pas.
que Corentin ne répond pas, donc on va prendre la question de Corentin, je ne lirai pas la suite du pseudo. Faut-il restreindre les droits des entreprises privées afin d'avoir une action écologiste efficace? Samy, Oui. tu m'avais mute une deuxième fois. Bon, bah, excuse-moi. Ah, j'ai eu un souci, pas grave. Bah, Donc, du coup, tout d'abord, bonsoir Monsieur Péguillon. Bonsoir. Donc voilà, je voulais vous poser quelques questions. Donc la première, ça sera, quelles sont vos principales différences avec la France insoumise? D'accord. Mais alors pour commencer à répondre à cette question, moi sur le fond, j'ai pas énormément de différence avec la France insoumise, hein. J'aurais très bien pu voter pour Jean-Luc Mélenchon, sans souci en 2017. Il y a évidemment cette question de l'Europe, qui est pour moi aujourd'hui la seule question sur laquelle on peut ne pas être d'accord. On a un débat sur le revenu universel, mais aujourd'hui c'est un débat qui est ouvert par génération, qui est ouvert qui est ouvert par la France insoumise, hein. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui veut débattre de ça avec Benoît, parce on a besoin de ça. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je vois beaucoup de camarades de la France insoumise qui défendent l'idée de salaire à vie de Bernard Friot, qu'une bonne partie d'entre vous connaissent aussi. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas de différence majeure avec la France insoumise, bien au contraire, et pour le coup, moi, c'est des camarades avec lesquels je travaille avec plaisir au quotidien. Ok. J'avais une deuxième question pour vous. Donc, vous aviez déjà répondu donc, sur l'Alliance, sur l'Union européenne, sur l'OTAN pareil. Donc, ma deuxième question pour finir, ce sera êtes-vous favorable, on parlait des jeunes en politique tout à l'heure, êtes-vous favorable au droit de vote à 16 ans? C'est une super question. En vrai, c'est une question moi que je trouve pertinente dans un moment où on me dit que les jeunes sont un peu des petits cons, qu'ils ont besoin de faire un service national universel pour apprendre ce que c'est la République. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut responsabiliser les jeunes, c'est peut-être mieux justement de leur faire confiance et de leur permettre de voter. Moi, je pense que voilà, ça c'est un truc voilà que je pourrais défendre. Je t'avoue que j'ai pas poussé le sujet plus loin que ça, mais pourquoi pas. Ok, donc merci pour vos réponses à mes questions. Donc on va passer, donc je te repasse la main, Samy. oui, donc, du coup, on va passer à la partie débat où nous aurons David Delande-Montserrat qui viendra représenter la cocarde étudiante, Corentin, du coup, qui vient en tant que militant insoumis et nous au nom du parti même, et Licaon qui aura quelques minutes de retard